cas, je salue tout le monde et je salue également les membres du panel. Et en même temps que M. Placide Mandona qui nous offre l'occasion de cette cérémonie, de cette rencontre. Alors, pour commencer, nous allons demander au directeur de la Fondation Senghor, M. Raphaël Ndiaye, dans son mot de bienvenue. Tout le monde, Monsieur Raymond Ndiaye, professeur de philosophie, et compagnon de route. Nous avons fait la route Dakar, notre présence, M. Racine Senghor, préfacier, M. Joseph Sarr, qui va nous présenter l'auteur, M. Dominique Mendy, c'est bien ça, du CESTI, et Placide Mandona. Je vous souhaite la bienvenue à cet endroit, comme je le disais l'autre jour, où souffle l'esprit. Je vous salue tous qui êtes là également, nos amis de tout bord, M. Diallo de l'Harmattan Sénégal, qui fait un pour le livre Sénégal, Baïsen qui nous a réunis ici la dernière fois, en nous amenant au monde fou, et qui a écrit son recueil Élégie paysanne. Vive les paysans. Mamadou Lamine Sarr, le poète bien connu, lauréat du prix Fikaya Otamsi de la poésie africaine, distingué à Assila. Mon père révérend, qui fait de la promotion aussi des publications de l'Église, parce que nous sommes là dans le champ de la pensée. Et vous tous, chers amis qui êtes là, je le disais l'autre jour, vous êtes ici à un endroit où souffle l'esprit, où souffle l'esprit de Senghor, qui était un homme de la pensée, en plus du poète et de l'homme et du politique. C'est lui qui a veillé à créer la revue éthiopique pour offrir aux pays africains indépendants depuis une quinzaine d'années, nous étions en 1975, un cadre d'échange d'idées. Parce que le débat pour aller de l'avant est toujours très important. Placide Mandona m'a surpris parce que ce garçon, je le voyais tout le temps venir à la Fondation, c'était l'un des plus fidèles lecteurs de notre centre de documentation. J'ai mis peu de temps, il y a peu de temps seulement que j'ai su qu'il était piariste. Que j'ai su qu'il était né en 1987, qu'il était tout jeune et qu'il avait écrit ce livre qui nous réunit. Il a écrit aussi 2 autres ouvrages. Et en parcourant les premières lignes de l'ouvrage, on est frappé par une chose, c'est une inquiétude intellectuelle et éthique. Et ceci est très important. L'inquiétude intellectuelle le pousse à la réflexion, et cet ouvrage est l'un de ses produits. Et l'inquiétude éthique a une ligne de conduite qui veut le bien pour tout le monde. On est aussi frappé, lorsqu'on regarde la partie remerciement, l'importance du nombre de personnes que Placide a citées, qui indique qu'il a pu contacter ces gens et avoir de bons rapports avec eux, malgré sa discrétion. C'est vraiment une découverte pour moi. Et c'est pour dire aussi toute ma joie qu'il soit ici pour présenter ce livre et qu'il l'ait consacré à Senghor. Nous disons souvent que Senghor est inépuisable. On l'a analysé sous toutes les coutures, mais il y a toujours des choses à dire le concernant. Et il est de ces grands hommes qui nous laissent un patrimoine de la pensée et de valeurs éthiques dont nous avons besoin pour construire notre monde. C'est pourquoi nous saluons l'initiative prise par Placide et nous félicitons de cette rencontre. Et quand nous aurons écouté les différents intervenants, nous serons entrés davantage dans le contenu de son ouvrage. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à ce lieu où souffle l'esprit de Senghor, pour que le débat puisse toujours aller de l'avant
nourris par l'inquiétude, par l'insatisfaction et par le devoir d'une éthique qui nous guide dans nos pas de tous les jours. Je vous remercie. Merci bien, M. Raphaël Ndiaye. Alors, je vous donne, si vous voulez, le déroulé de la cérémonie. Dans un instant, je vais donner la parole au révérend père Pierre Diatin, qui donnera fera un mot sur l'ouvrage. Ensuite, je demanderai à M. Racine Senghor, qui a fait la préface, de nous dire ce qu'il en pense, non pas du livre, mais de sa propre préface. En troisième lieu, ce sera M. Joseph Sarr, qui présentera l'auteur. Enfin, on écoutera Dominique Mendy, qui nous fera le point sur le livre. Et il y aura, bien entendu, un échange avec vous-même. Et ensuite à ces échanges, le père Mandona, c'est bien ça, Madonna, oh là là. Mandona, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça? C'est bien ça, Mandona. Ah ben excusez-moi. Réagira et nous donnera son sentiment sur l'ensemble des discussions. Voilà, si vous le voulez bien, après vous avoir renouvelé mes salutations et remercier le directeur de la Fondation Senghor de son accueil, de son mot de bienvenue. C'est toujours avec plaisir que je le rencontre et que je me retrouve ici à l'Harmattan. Je ne viens pas souvent, mais le cœur, puisque c'est le lieu de l'esprit, le cœur y est quand même aussi. Je remercie et félicite aussi M. Gallo de l'Harmattan, notre ami poète sale. Je vous remercie beaucoup, je suis très content de les retrouver et de vous rencontrer également les uns et les autres pour cette cérémonie. Et grâce à notre collègue qui a publié ce livre sur Léopold Sédar Senghor, Approche littéraire et politique, qui me vaut cet honneur d'être devant vous cet après-midi, mais aussi à vous. À tout Seigneur, tout honneur. Merci, Placide, pour cette dédicace de ton œuvre, Léopold Sédar Senghor, Approche littéraire et politique. Merci de nous avoir permis de nous retrouver ici pour redécouvrir celui que les Sénégalais aiment appeler affectueusement et simplement Senghor, artisan de notre indépendance nationale. Parler de l'illustre fils de Joal, c'est entrer nécessairement et d'une manière inévitable dans deux domaines ô combien importants que sont la littérature et la politique. Comme tu nous le rappelles si opportunément, Senghor habitait harmonieusement les deux et les portait comme un véritable sacerdoce. Je voudrais toutefois saisir cette belle occasion que nous offre aujourd'hui Placide pour partager avec cette auguste assemblée 4 convictions que m'inspire cette cérémonie de dédicace de son livre. D'abord, comme jeune écrivain, Placide nous rappelle fort heureusement le caractère hautement politique de la littérature. L'écriture nous engage et devrait nécessairement nous engager. Je crois, et ici je le dis sous le contrôle de nos éminents professeurs, que c'est la raison pour laquelle Léopold Sédar Senghor n'a jamais cherché à séparer les deux. Du moins, pour ce qui me concerne, c'est cette évidence que je tire à la suite de la lecture de cette œuvre. Oser écrire pour exprimer nos préoccupations, nos peurs, nos frustrations, voire nos déceptions,
60 ans après avoir entrevu les soleils ou le soleil de nos indépendances. L'écrivain ne peut être un simple observateur de la scène politique. En paraphrasant ici le psalmiste, je me permets, à travers la deuxième conviction, d'affirmer que la littérature et la politique s'embrassent et se fécondent mutuellement. L'histoire politique s'écrit non pour relater les hauts faits de quelques hommes ou femmes dans l'arène politique, mais pour jouer ce rôle indispensable de sentinelle, cette mission de veille. Le contexte politique, national et continental l'exige. C'est le sens que je donne à Léopold Sédar Senghor, approche littéraire et politique, œuvre de notre frère Placide Manonda. Ce serait un secret de polichinelle si je n'évoquais pas ici le désir de Placide d'embrasser la vie religieuse piariste. Notre ordre religieux a comme charisme l'éducation des enfants et des jeunes, surtout les plus nécessiteux. Ce projet de notre frère Placide s'inscrit logiquement dans ses préoccupations de jeunes professeurs, chercheurs, à travers ses questionnements philosophiques. C'est ma troisième conviction. Un peuple, un pays, un continent sans éducation se délite. Et permettez-moi l'expression, et se clochardise. C'est le credo, ou c'était le credo de notre père fondateur Joseph de Calasanz, il y a plus de 400 ans. C'est aussi ce que je crois percevoir sur ce tableau réaliste que nous présente Placide sur la situation sociopolitique de nos pays. Comme homme politique, Léopold Sédar Senghor a fortement misé sur le développement de l'homme, c'est-à-dire son éducation et sa formation. Éducation aux valeurs, car Senghor était conscient et convaincu que les bases d'une vraie république et partant d'une vraie démocratie reposent sur des valeurs humaines et morales. C'est aussi ma conviction. L'action du président poète en tant que chef de l'État du Sénégal a consisté plus à éduquer l'ensemble de la nation pour qu'elle soit effectivement un seul peuple avec un seul but et une seule foi. C'est la mission assignée à l'écrivain d'une manière générale. Être, à travers sa plume, le porte-parole ou le porte-voix des sans-voix. Je vous appelle encore, chers frères et sœurs, je voudrais, au terme de cette prise de parole, formuler simplement une prière à l'intention de notre frère Placide, mais avec Placide, à l'ensemble de ses collègues enseignants et écrivains. Que Dieu, qui est la principale source de leur inspiration, les soutienne dans cette noble mission d'éveilleurs et d'éducateurs des consciences. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci, bien père. Je donne la parole à M. Abdoulaye Racine Senghor. Professeur Amis Rémonier, professeur, révérend père, mon cher ami Joseph Sarr, M. Dominique,
mon fils Placide, cher Raphaël, directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, à côté de mon neveu, Abdoulaye Diallo, directeur général des éditions L'Harmattan, derrière qui se cache, mais qui ne peut se cacher, le grand poète Amadou Lamine Sall, qui a troqué sa polarité en similitude. Il a bien fait. Mon cher Mbaye, comme Raphaël a dit, qui nous a réunis il y a quelques jours ici, Baïsen, autour d'un magnifique recueil de poèmes. Mon père, qui nous avait amené tous ces beaux livres sur la vie, sur la religion. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais dire un mot, parce que je suis le préfacier de ce livre. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai eu d'écrire cette préface, mais tout l'honneur que j'ai ressenti de figurer justement comme préfacier dans ce livre et de participer d'une certaine manière d'être là-dedans, quoi, un peu comme l'auteur. Il m'a laissé une place dans ce livre. J'ai écrit ce recueil parce que Placide, je le connais depuis qu'il est arrivé au Sénégal. En fait, il m'a adopté comme son papa. Et j'ai essayé de mériter d'être son papa. Mais c'est un garçon que j'apprécie beaucoup pour ses qualités multiples. Que moi-même, mes proches et tous ceux qui, avec moi, travaillent au monument de la Renaissance africaine, reconnaissent et disent tous les jours. Ils sont venus d'ailleurs, quelques-uns des personnels du monument de la Renaissance africaine, qui considèrent Placide comme un des leurs. C'est un garçon, on y reviendra. J'apprécie son éducation, son intelligence, sa volonté de travail, combien il est respectueux des hommes, des femmes, combien il est attachant, combien il est attaché aux valeurs, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans son livre. Placide nous vient du Congo. Nous sommes ici chez Léopold Sédar Senghor, à la Fondation Léopold Sédar Senghor. Placide nous vient du Congo. Et je ne peux ne pas faire de relation entre Senghor et le Congo. Entre Senghor et le Congo, entre Senghor et l'Afrique, que d'une certaine manière, Placide confirme en traversant les frontières pour venir s'installer ici, au Sénégal. Et on a dit, il va embrasser la vie religieuse piariste, ici au Sénégal. Et ça a deux significations pour moi. Dans Éthiopique, Senghor a écrit un poème magnifique intitulé Congo, pour 3 koras et 1 balafon. Il y dit: oh oh Congo, oh oh, pour rythmer ton nom grand sur les eaux, sur les fleuves, sur toute mémoire, que j'émeuve la voix des koras Kouyaté, l'encre du scribe et sans mémoire. C'est comme ça qu'il commence le poème, qu'il termine en disant: mais la pirogue renaîtra par les nénuphars de l'écume, surnagera la douceur des bambous au matin transparent du monde. Je pense que ce poème dit tout. À la fois l'africanité, la relation totale entre nous autres Africains, à travers le Congo, le fleuve, mais toute l'Afrique, mais également le monde. Parce que dans la manière de Senghor de voir les choses, on est enraciné et puis on est ouvert. On est du terroir et on va vers l'universel. C'est quelqu'un qui a, et c'est la devise ici, toujours voulu sceller entre les peuples, mettre entre les peuples une ceinture de main fraternelle. Le dialogue était également son outil.
et la rencontre des peuples, la rencontre des populations, et ça va jusqu'au métissage, mais de tous les métissages. C'est ce que j'ai un peu compris. Je dis, Placide confirme d'une certaine manière Senghor en recréant ce pont entre cette partie de l'Afrique et le Congo, en réunissant l'Afrique et en le liant au monde tout entier. Mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi que dans l'œuvre de Senghor, tel que Placide le dit, il y a deux aspects qui sont indissociables. On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. La littérature et la politique. Le littéraire et le politique. Celui qui dit ce qu'il pense dans les textes, celui qui dit sa conception du monde dans les textes, et celui qui met en œuvre cette conception du monde dans la pratique, en mettant la main à la pâte, pour parler vulgairement. Et cette double approche intéressante, à travers le prisme, le regard d'un jeune Congolais, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Senghor, beaucoup. On a beaucoup produit sur l'œuvre de Senghor. Mais ici, nous avons un regard singulier, un regard particulier, un regard nouveau. Et j'ai voulu le suivre, justement, après l'avoir écouté longtemps, avoir échangé avec lui pendant longtemps, avant qu'il n'ait peut-être fini d'écrire ce livre, pour voir un peu dans quelle direction allait ce jeune Congolais, Pierre Mandona, que j'ai connu par hasard. Il est arrivé au Sénégal, à l'association des écrivains, et c'est là-bas qu'on lui a donné mon nom et mon adresse. Il est venu me voir. Et depuis, on est resté très liés, très liés, très complices même, et cela me fait un grand plaisir. J'ai dit les relations qui le lient au monument de la Renaissance africaine. Si vous venez au monument, vous allez être frappé par l'accueil que ce garçon a là-bas, comment il est intégré dans le milieu, et tout le monde est séduit, tout le monde, sans exception, par son comportement, par sa manière de vivre avec nous, par également sa manière profonde de penser et de dire les choses sans les dire. J'ai vu dans cette manière de se comporter, mais également dans son œuvre, reprenant ce que Senghor a écrit, le souci fondamental de préserver les valeurs humaines, le souci fondamental de continuer à entretenir, à arroser ces valeurs pour qu'elles continuent de fleurir, le souci de Mandona, de Placide, de continuer l'œuvre de Senghor en l'adaptant au monde d'aujourd'hui. J'ai été saisi il y a quelques mois de sa volonté d'embrasser la vie religieuse. Je n'ai pas cherché dans le livre ce qu'il y en avait, mais ce qui est intéressant, mais là c'est du point de vue peut-être métaphysique, on verra bien, professeur. Placide Mandona va aller à Sokone pour se préparer à cette vie religieuse. Et Sokone, c'est ma ville natale. Moi, je suis né à Sokone. Il m'a adopté comme papa. Il va à Sokone. Il ne savait pas que j'étais né à Sokone. Il a appris le jour où il m'a dit qu'il allait à Sokone pour faire cette formation-là. Et du coup, je vais le mettre en relation avec tous les Sokonois. Et il va se retrouver à Sokone comme chez lui, parce que c'est le pays de son père adoptif. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette préface, où j'ai essayé de raconter un peu tout cela, en essayant de montrer ce que Senghor apporte de nouveau, et qu'une réflexion sur l'œuvre de Senghor, d'un jeune Congolais, fraîchement arrivé ici, et qui découvre Senghor sous un autre angle, peut nous aider, nous, à avoir, pour dépasser tout ce que les gens ont écrit déjà sur Senghor. Parce que le regard est simplement un regard nouveau. C'est un regard différent. C'est une approche nouvelle, une approche différente, mais une approche pleine d'énergie. Pleine d'énergie. Et je sais que Placide continue de travailler sur l'œuvre de Senghor. Il continue de travailler là-dessus. De sorte que nous allons avoir, j'en suis à peu près sûr, d'autres œuvres qui continuent ce qu'il a fait, là pour le moment sur l'œuvre de Senghor, d'autres textes qui vont
nous permettre d'entrer, de voir de manière assez différente ce que Senghor a fait. Et pour moi, c'est une manière nouvelle de repenser l'œuvre de Senghor. On en a besoin. On en a besoin. Senghor a besoin d'être mieux connu. Senghor a besoin d'être enseigné davantage. Senghor a besoin d'être diffusé très largement. On a parlé de l'éducation tout à l'heure. Senghor a beaucoup travaillé pour former, éduquer. Mais de plus en plus, si on fait attention, on risque d'oublier les œuvres de Senghor. Il faut qu'il y ait de nouvelles approches, ce que Placide a fait. Et je voudrais l'en remercier et le féliciter pour ce travail magnifique qu'il a fait et dire tout le plaisir que j'ai d'être son papa, de pouvoir continuer avec lui à investir toute la littérature, toutes les œuvres des grands écrivains, des grands poètes. Et Amadou Lamine Sall là, Raphaël, Mbaye Sène, ils sont tous de très grands poètes et qui vont pouvoir être l'objet d'études aussi intéressantes de la part de Placide Mandona, le Sokonois. Merci. Que nous avons aujourd'hui, je l'ai connu au martyr de l'Ouganda. Nous avons un cinquantenaire cette année et il y a un colloque qui se prépare et c'est dans ce cadre-là. Placide pilote la cellule, le comité scientifique et j'en suis le secrétaire. C'est là où je l'ai connu, jeune, engagé, dynamique. Et je me rappelle parfois de certaines réunions, quand on termine, pour rentrer à Samsam. On termine, il y a des embouteillages monstres. Je l'appelle enfin, il arrive peut-être à Samsam vers minuit ou quelque chose comme ça. Et cela régulièrement. Mais au-delà de ça, j'ai découvert ses écrits. Et depuis lors, je ne le lâche plus. Placide Mandona est né à Lumumbashi, en RD Congo, dans le riche, comment dire, c'est le Katanga. Katanga, c'est une province très riche et je crois qu'il y a actuellement un président qui veut se présenter et qui est du Katanga. Il est né le 3 juillet 1987. Il est diplômé de philosophie politique et morale de l'Université pontificale grégorienne de Rome et de la faculté de philosophie Saint-Pierre Casinius. Placide est aussi diplômé en droit international public, pour dire qu'il n'est pas uniquement dans le domaine, si vous voulez, religieux, de l'Université de Strasbourg. Il est prof de philosophie, professeur de philosophie à l'Institut Saint-Augustin de Dakar et animateur de conférences à l'UCAO, Université catholique. Au niveau des publications, Placide a publié une trentaine d'articles et de revues scientifiques, dans des revues scientifiques, et a publié 5 ouvrages. Bien sûr, il y a celui qui nous réunit, mais il y a Imprévisible Destin, édité à Paris, des livres en 2015. La crasse de la dictature, des souvenirs, des mots politiques de RD Congo, toujours avec le même éditeur. S'enraciner en Dieu pour vivre vrai. C'est le premier ouvrage que j'ai connu de lui, publié à Dakar, Harmattan 2018. Cœur blanc, amour noir, toujours à l'Harmattan 2018. Et enfin l'ouvrage qui nous réunit, Léopold Sédar Senghor, Approche littéraire et politique, toujours Harmattan 2018. Comme en 2018, elle a eu une ébriété intellectuelle qui lui a fait produire en si peu de temps 3 ouvrages. Placide est aussi fondateur de 2 revues. Rationalité ardente, qu'il a fondée avec les étudiants du centre Saint-Augustin de Dakar, et Piété et lettres, qui en fait est une traduction un peu
disons, de l'esprit de la congrégation. Placide se définit comme candidat à la vie religieuse dans l'ordre des écoles Pie et des pères priéristes. Voilà donc en résumé quelques traits de la vie de l'auteur que nous avons avec nous aujourd'hui et qui nous donne l'occasion, cette heureuse occasion de rencontrer vraiment de très vieilles connaissances. Bien sûr, M. Aloïse, qui peut-être ne me connaît pas directement, mais que j'ai rencontré dans beaucoup d'occasions. Mon ancien directeur et ami Racine Senghor, c'est le premier directeur que j'ai eu au niveau de la formation continue. J'étais coordonnateur national de la formation continue. Et Dominique, un grand footballeur qu'on ne connaît pas, que je connais depuis les années 70, c'était l'un des plus grands footballeurs de l'époque. Bon, mais voilà. Et vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai à présenter Placide. Parce que comme Racine l'a dit, Placide est vrai. Nous savons où il va, on sait quelle casquette il va porter, qui est son père. Habituellement, on étudie les auteurs. Excusez-moi, père. Je choisirai. Habituellement, on étudie les auteurs à travers leurs ouvrages, mais cette fois-ci, on a connu l'auteur en dehors de son ouvrage. Alors, on va voir maintenant ce que va nous dire le spécialiste de l'analyse des textes, M. Dominique. Le professeur Raymond Aloïse Ndiaye. Je suis toujours gêné de parler de mon professeur puisqu'il m'a enseigné la philosophie au département à l'université de Dakar et il nous a fait connaître Descartes, Malebranche et d'autres philosophes que je n'ose pas citer ici parce qu'à l'époque on se disait mais pourquoi nous enseigne-t-il ces auteurs Gassendi, Pomponazzi qui n'ont rien à voir avec ce que nous étions en droit d'attendre d'un professeur du département de philosophie à l'époque. Révérend Père Pierre Diatta, représentant de la congrégation des piaristes, que j'ai le plaisir de retrouver après plusieurs années, Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, administrateur du Monument de la Renaissance, cher ami et collègue Joseph Sarr, qui a oublié de vous dire que lui aussi c'est un grand sportif et qu'il a été champion d'Afrique de karaté. Voilà. Alors nous avons aujourd'hui la chance de rencontrer beaucoup de sportifs. Et vous m'avez mis à côté de Enfin, j'ai terminé par M. Raphaël Ndiaye qui nous accueille aujourd'hui chez lui. Je voudrais avant de commencer dire l'amitié, l'honneur et le plaisir que me fait Placide Mandona en me demandant de présenter son œuvre. En réalité, j'ai vu arriver au centre un jeune qui avait l'habitude de nous traiter, nous les anciens du centre, mais d'une façon tellement polie, élégante et courtoise que je me disais, mais de quelle génération il est celui-là? Parce que c'est une denrée rare aujourd'hui, dans cette génération, de voir des jeunes qui traitent les anciens de cette façon-là. Pour moi, j'ai été frappé donc par cette élégance, cette courtoisie et surtout par l'amitié que tu m'as fait en me demandant de présenter son œuvre. Amitié suivie d'un plaisir d'autant plus grand que pendant plusieurs années, j'ai été secrétaire général des anciens de Ngazoubil. Et Senghor était pour nous l'ancien des anciens. Et donc c'est un plaisir pour moi de parler de l'ancien des anciens, vous m'en donnez l'occasion. J'ai eu un plaisir aussi à lire le texte parce que simplement, je fais partie de cette génération qui pense que l'homme Senghor est plus idéalisé qu'on ne le croit. Et je vais y revenir tout à l'heure dans le texte à la fin des questions que je vais vous poser. Je voudrais présenter très rapidement l'œuvre en disant que l'œuvre comprend 155 pages avec une préface du professeur Abdoulaye Racine Senghor. Ensuite, il y a 8 parties et florilège. Une première partie à l'orée de la découverte de Léopold Sédar Senghor, page 15 à 34. Une deuxième partie, le destin de Joal, page 35 à 45. Une troisième partie, Dakar, pôle de la littérature négro-africaine dans le foyer africain, page 46 à 66. Une quatrième partie, le poète,
pages 67 à 82. Une cinquième partie, premier des Africains en agrégation ainsi qu'à l'Académie, page 83 à 104. Une sixième partie, hommes politiques civilisés, page 105 à 113. Septième partie, ce que les belles œuvres produisent ou le parcours d'un immortel, page 115 à 118. La huitième partie, Léopold Sédar Senghor, un politicien civilisé. Vous verrez qu'il y a deux parties de Senghor, l'homme politique. Vous allez voir qu'il a grossi cette partie. Et alors, vous allez voir qu'en prenant le risque de grossir cette partie, il suscite véritablement des questions. Et enfin, Florilège, Chant d'ombre, hostie, une homélie prononcée par M. le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés, le mardi 29 janvier, et un hommage prononcé par René Raymond le 10 janvier 2002 à l'occasion du décès de Léopold Sédar Senghor, page 129 à 140. Et enfin, une bibliographie sommaire, puisqu'il n'a pas pris sur lui de faire une bibliographie exhaustive, mais l'ensemble quand même des productions de Senghor et sur Senghor sont présentées. Alors, j'ai envie de lui demander de m'autoriser de déstructurer le texte avant de le structurer. Je m'explique. Le texte comprend donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 8 parties avec en fin de partie florilège, mais je vais le structurer de cette façon, tout en respectant tout à l'heure sa propre structuration. Je vais le structurer en 3 grands blocs. Le premier bloc que j'appelle prétexte et prétexte, c'est-à-dire prétexte, le prétexte, et ensuite prétexte avec trait d'union, c'est-à-dire texte en avant. Et ensuite seulement le texte lui-même, et à la fin, la conclusion, ou si, pour parler comme les journalistes chez nous, la chute, c'est-à-dire la partie conclusive. Mais je vais essayer de respecter son texte en essayant de suivre sa démarche, qui en quelque part correspond un peu à ce que j'appelle le prétexte. En réalité, la première partie, qui est autobiographique, est une partie où j'ai l'impression qu'il profite de cette partie pour parler du Congo, de Lumumbashi, de Kin, de comment se passe la vie là-bas, et surtout, je le cite, il me le permettra. Il parle par exemple de Lumumbashi en disant c'est la ville du cuivre, on y trouve aussi le manganèse, le zinc, le cobalt, l'uranium, le cadmium, etc. Les minerais se trouvent partout dans cette ville fondée en 1910. Et donc il nous fait savoir que c'est une ville gâtée par la nature au point de vue des richesses naturelles. La ville capitale Kinshasa, dont il en parle comme une ville mouvementée, je le cite, spécialiste de la rumba, le lupanar et le folklore, etc. Bref, il nous fait une description très fine et colorée de ces deux lieux. Et si je prends le texte, s'il permet, je le cite, il dit « Dans une visite du promeneur solitaire et solidaire, je fus attiré sans doute par la musique d'un lupanar qui était juste à côté de ma maison. Non loin de la paroisse historique de Kaloumou, j'espère que je n'écorche pas, etc., Saint-Joseph de Matongué, je me décidai d'y entrer et voir ce qui s'y faisait. Je découvrais dans cet établissement lupanar toutes sortes de personnes, pervers sexuels, pédophiles, bisexuels, enfants de la rue, commissionnaires, chauffeurs, consommateurs du zododo, sobriquet du whisky indien à fort teneur, psychopathes, morphinomanes, faussaires, etc., etc. Je me suis dit, dans cette ville, vraiment, on trouve toute espèce d'êtres. Apparemment, c'est une ville mouvementée et très vivante. Mais ce qui va m'intéresser personnellement dans cette partie, c'est au fond comment il profite de cette présentation pour nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles il a commencé à s'interroger sur la question qui le taraude, qui le traumatise, c'est est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, on a des repères et est-ce qu'on peut avoir des références? Il paraît que pour comprendre un auteur, il faut chercher la question qui l'empêche de dormir. Eh bien, nous allons voir que la question qui l'empêche de dormir, c'est la question du repère et de la référence. Eh bien, justement, il nous dit qu'à l'occasion d'une visite d'un professeur français, Jean-Fabien Spitt, de l'Université de Paris-Sorbonne, en visite académique à la faculté jésuite de philosophie Saint-Pierre-Canisius à propos, il va lui poser une question à propos de l'origine de la pauvreté en Afrique qui résiderait dans son absence de repères et de la négligence de la justice. Et donc, Monsieur Placide Mandela considérait peut-être à l'époque que l'Afrique n'avait pas peut-être de repères, etc. Alors, cette question est fondamentale parce qu'il me semble, dans son texte, que cette question va être à la source
n'est-ce pas, de cette recherche des repères et surtout des références. Alors, il dit ceci, il s'agissait alors de trouver une réponse à une question si présente, et il va d'abord, presque naturellement, aller vers ce qui semble le plus proche, vers les Congolais, Patrice Emery Lumumba. Mais il répond tout de suite en disant, hélas, ou fort malheureusement, son tempérament explosif, mieux son refus d'acceptation de la soumission dictatoriale belge, l'aurait conduit au trépas précipité par les oncles belges et les sulfureux américains en complicité avec quelques mécontents du Katanga, du Kasaï, de l'Équateur et d'autres sous anonymat. Page 23. Donc, il voudrait bien prendre comme référence un compatriote, mais apparemment ça ne marche pas, comme on dit familièrement. C'est alors qu'il va porter son choix sur Léopold Sédar Senghor et qu'il va se mettre à revisiter ses textes littéraires et l'ensemble de sa production intellectuelle. Et surtout, il va essayer de mieux le connaître en allant connaître ce que Senghor appelle le royaume d'enfance. Et alors, on enchaîne tout de suite dans la deuxième partie. Alors, il y a comme chez lui une sorte d'enchaînement des parties qui donne une certaine résonance presque musicale et poétique entre les parties. Tout se passe comme si chaque partie, au fond, était une façon d'appel à la partie suivante, de façon à ce qu'il y ait une certaine musicalité qui me permettra de développer tout à l'heure. Donc, dans la deuxième partie, il parle de Joal. Et la deuxième partie intitulée « Le destin de Joal ». C'est une occasion pour lui de parler de Joal, bien sûr, de ses rencontres à Joal. J'ai l'impression que le pays sérère, il en est tombé amoureux. En tout cas, il en parle dans les termes vraiment presque dithyrambiques. Et surtout, il fait une sorte de parenthèse sur Ngazobil très rapide. Dommage. Pour nous qui avons fait 4 ans dans ce lieu, je pensais que ça mériterait de plus ample développement. Mais enfin. Donc, il dit... À Joal, l'ambiance intellectuelle y règne, il domine la tolérance, l'amour, la religion, l'hospitalité, le patriotisme et la poésie. C'est peut-être là la gestation de la poésie sénégalaise, mais de l'archétype de la Teranga. Alors, il fait de Joal à côté de Saint-Louis le lieu de la Teranga. Je crois qu'il faudrait peut-être aussi aller à Saint-Louis. Mais enfin. Ou à Sokol. Ou à Sokol. Alors, cette partie, puisque nous partageons une préoccupation philosophique, méthodologique, n'est pas sans me rappeler un peu cette approche qu'on appelle médiologique avec Régis Debray, qui parle des rapports qu'il y a entre les lieux géographiques et l'émergence des idées. On a souvent cru que les idées naissaient au hasard. Et Régis Debray nous appelle à de plus en plus mettre en interaction les lieux géographiques, les instruments techniques, les moyens de transmission et, n'est-ce pas, les idées. C'est ainsi que dans son ouvrage intitulé « La consécration d'un Dieu unique », il essaie de montrer comment la notion d'un Dieu unique n'est pas éloignée, n'est-ce pas, d'un espace géographique tel que le désert. Je ne développe pas, mais je pense que je vous renvoie à cet ouvrage, etc. Et alors, en lisant Placide Mandona, j'avais comme l'impression qu'il articulait d'une certaine façon le lieu de naissance, les espaces, n'est-ce pas, géographiques et l'émergence, n'est-ce pas, de la création poétique. Et il continue toujours dans cette accentuation des lieux dans la troisième partie avec Dakar. Il fait de Dakar aussi le lieu de la création poétique et surtout, il intitule cette partie « Pôle de la littérature négro-africaine ». Donc Dakar est pour lui le pôle de la littérature négro-africaine. Et il dit même que Dakar c'est le lieu des lieux. Et il accentue cela en mettant, n'est-ce pas, en donnant une importance à l'existence des musées, des bibliothèques, des centres culturels, etc., etc. Et même, il articule Dakar à l'écriture de Liberté 1, Liberté 2, Liberté 3, Liberté 4 et Liberté 5. Peut-être que les spécialistes de la littérature pourront expliquer comment Dakar est à l'origine de ça. Mais en tout cas, il fait une articulation entre Dakar et même il fait une articulation entre Dakar et la notion de civilisation de l'universel. Bref, il fait l'éloge de Dakar, il dit même qu'il appelle Dakar ville éternelle de la littérature négro-africaine. Et il ajoute même ville de la nouvelle philosophie, M. Ndiaye appréciera,
de la nouvelle mathématique, M. Sarr appréciera, de la nouvelle psychanalyse, de la nouvelle donne d'humanisme, bref, ville du métissage culturel. Fin de la citation. Enfin, la quatrième partie, il va vraiment parler de l'auteur. Ce que je viens de dire, je l'appelle prétexte, et c'est un prétexte à l'auteur. Autrement dit, c'est un prétexte pour parler de lui. Et ce prétexte est un prétexte, c'est-à-dire un texte mis en avant pour parler du poète. Et c'est là que vraiment se situe le cœur de son analyse. Et c'est là véritablement qu'il fait des analyses fines, n'est-ce pas, et appréciables, n'est-ce pas, des poèmes de Senghor. Donc, quatrième partie, donc, il parle de la poésie de Senghor et particulièrement de Hostie Noire et Chant d'ombre. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait cette préférence, mais peut-être, je me suis dit, peut-être c'est à cause des jeux de couleurs. Nous en parlons tout à l'heure. Entre le noir et le blanc, il joue sur les couleurs. Et derrière un de ces textes où il parle d'amour blanc, et je ne sais pas de... Un roman. Un roman, voilà. Alors je ne sais pas, il fait un jeu de couleurs qui peut être intéressant d'analyser. Donc, il va parler de Hostie Noire et Chant d'ombre, et il va surtout parler du style de Senghor que tout à l'heure les spécialistes vont développer. Ce n'est pas mon domaine, je suis philosophe de formation. Mais surtout, il va mettre l'accent sur le concept de négritude. Et ce concept de négritude va devenir pour lui, n'est-ce pas, une idéologie de lutte pour affirmer l'identité, n'est-ce pas, de l'homme noir. Et c'est là qu'il va montrer comment Senghor, à travers sa poésie, n'est-ce pas, va défendre la cause noire, et surtout il va en profiter pour parler des précurseurs, et il rappelle tous les précurseurs que je n'ai pas besoin d'énumérer. Mais surtout l'idée que je retiens dans cette partie, c'est le fait que l'identité noire est affirmée ne signifie pas du tout un enfermement ou une opposition avec les autres. Et il parle de civilisation, de l'universel, et il parle de dialogue, en citant Senghor bien sûr. Et surtout ce que j'ai retenu dans cette partie, c'est qu'il va mettre l'accent sur le thème du pardon, de la réconciliation et de la conciliation. Il cite le poème Prière de paix, et il dit que prière de paix est à la fois imprécation et réconciliation, pardon. Je le cite. L'Africain pardonne les collaborateurs blancs aux idées inhumaines, la France étant avertie et pardonnée. Fin de la citation. Il y a donc chez lui, en même temps, une sorte de protestation, une sorte d'imprécation, mais en même temps qui ouvre sur la réconciliation et le pardon. Et cela se voit aussi dans le dualisme de couleurs blanc et noir qu'il utilise. Il parle de couleurs blanc et noir, et il parle des poèmes Hostie, noir, éthiopique, mais en même temps, il parle des couleurs blanc et noir. Et pour terminer, je cite cette très belle phrase concernant le Cantique des Cantiques, où on parle de la reine de Saba, où on dit qu'elle est noire mais belle. Il paraît que Senghor dit elle est noire et belle. La conjonction de coordination est extrêmement importante. La première est une sorte d'opposition, n'est-ce pas, professeur? La seconde, plutôt, etc., donne une mention. La cinquième partie, toujours parle de l'auteur, et il a mis l'accent sur ce que j'appelais les formes de légitimation. Parmi ces formes de légitimation, il y a le fait que Senghor est le premier agrégé de l'Académie française, et surtout, il a cité in extenso le texte de son discours, n'est-ce pas, à cette occasion-là. Et ce texte est intéressant parce que, en parlant de M. le Duc de Lévis de Mirepoix, historien, écrivain, il parle de la francité, mais derrière cette question de la francité, il y a cette idée tenace chez Senghor qui est que les cultures doivent dialoguer. Chaque culture a à défendre sa spécificité, mais chaque culture doit aller vers l'autre dans un dialogue des cultures. Donc pour moi, la cinquième partie est encore une fois une confirmation de cette civilisation de l'universel qui était, n'est-ce pas, le cœur, n'est-ce pas, de la quatrième partie. La sixième partie, on arrive à l'homme politique, et M. Placide l'intitule « Homme politique civilisé ». Quand j'ai vu ce titre, j'étais intrigué. Je me suis dit, c'est quoi un homme politique civilisé? Et j'étais pressé de voir sa définition de homme politique civilisé. Alors, par ailleurs, j'étais inquiet parce que l'homme politique Senghor, comme je l'ai souligné tout à l'heure, a fait l'objet de beaucoup d'interrogations dans ce pays.
et que cette dimension politique n'a pas été toujours la dimension qui a été la plus acceptée par certains Sénégalais du moins. Donc, dans cette partie, il montre l'autre dimension de Senghor qui est la dimension politique. Et il s'interroge indirectement sur la place du poète dans l'univers politique qui est fait de ruse et de force pour parler comme Machiavel. Et particulièrement, il met l'accent sur la place du poète dans un contexte africain défavorable en raison des crises, dit-il, économiques, éthiques, culturelles et de la personnalité. Je le cite, c'est la page 107. Et donc, qu'est-ce que l'homme politique Senghor peut apporter à l'Afrique face à cette crise? Alors, pour notre auteur, il dit, il apporte quelque chose en menant une politique fondée sur la défense des faibles, ou ce qu'il appelle l'option préférentielle selon les jésuites, ou encore le principe de prédilection selon l'ordre des écoles piaristes, ou encore le principe de différence selon John Rawls dans sa théorie de la justice et dans son libéralisme politique. Donc pour lui, Senghor amène une nouvelle politique qui permet de faire le choix préférentiel des pauvres. Mais il apporte aussi une nouvelle politique qui est ce qu'il appelle le culte du travail bien fait, reposant sur l'organisation et la méthode. Ma génération, nous avions connu le BOM, Bureau, Organisation et Méthode. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est devenu, mais nous avons connu cela. Et surtout, Placide met l'accent... Pardon? Il existe toujours, il a chacun notre ici. Il met toujours l'accent sur une politique fondée sur l'éducation. Tout à l'heure, on en a parlé. Et je le cite ici en disant la première priorité est l'éducation. La formation et la culture, c'est d'abord bien sûr parce que je suis écrivain et que j'ai été enseignant que la supériorité est donnée à l'éducation, à la formation, à la culture. Je pense que nous n'avons pas besoin de développer cela puisque le système éducatif sénégalais tel qu'il est, enfin, tel qu'il a été mis en place par Senghor pendant des années nous a valu beaucoup de satisfaction. L'éducation donc permet surtout, il me semble, dans la réflexion anthropologique qu'il mène dans son ouvrage, être un moment important parce qu'un homme bien éduqué est un homme qui est capable de construire la paix et surtout qui est capable de dialoguer. Enfin, il termine ce qu'on pourrait appeler la politique civilisée dans une réflexion sur la notion de justice. Il dit que Senghor a instauré au Sénégal une justice indépendante coiffée par une Cour suprême qui casse les décisions de l'exécutif pour abus de pouvoir. Fin de la citation. Je pense que c'est une question d'actualité. Enfin, la 7e partie, c'est ce qui rend l'homme immortel, ce sont ses belles œuvres. Alors j'ai essayé de mettre une correspondance entre la préface et cette partie, parce que dans la préface, il est dit, je vais citer le préfacier s'il le permet, il est dit exactement ceci: la pensée d'un homme matériellement mortel, mais scientifiquement et politiquement immortel, et qui ne saurait être méconnu dans ses divers engagements existentiels. Autrement dit, par la finitude humaine avec la mort, nous sommes des êtres mortels. Mais peut-être que par la production des œuvres belles, nous devenons immortels. Donc il y a un contournement de notre mortalité qui nous donne l'immortalité grâce à la production des œuvres belles. Et voilà pourquoi cette partie que j'appelle la 7e partie est en résonance avec la préface qui est donnée sur la notion de mortalité et d'immortalité. Et voilà pourquoi notre auteur va en profiter, bien sûr, pour montrer qu'il est immortel, d'une part par la reconnaissance des pères, mais aussi il est immortel parce que tout être humain est capable d'apprécier la beauté de ses œuvres et surtout de partager avec lui ce souci de la rencontre des cultures et du dialogue des cultures. Et enfin, une 8e partie où il revient renforcer l'homme politique civilisé. Et voilà pourquoi je disais en introduction qu'en renforçant ces deux parties, tout donne l'impression qu'il met l'accent sur l'homme politique. Or, justement, l'homme politique suscite beaucoup de questions. Donc, renforcement de l'homme politique en montrant comment Senghor va influencer le devenir de son pays sur le plan politique. Il dit, je le cite textuellement, il dit que
le Sénégal est un pays d'excellence démocratique et de stabilité. Et il donne comme exemple l'action posée par Senghor en quittant le pouvoir sans y être obligé. Et il dit c'est une action simple et courageuse et que cette action mériterait d'être, n'est-ce pas, donnée en exemple au président du continent africain. Et il parle enfin du respect de la Constitution qui est pour lui l'élément primordial pour un régime qui se veut éternel. C'est une question aussi d'actualité. Et en conclusion de toutes ces parties, il met ce qu'il appelle florilège. Florilège, c'est une façon de revenir sur les poèmes de Senghor, Chant d'ombre, Hostie noire, etc. Et surtout sur l'homélie de M. le cardinal Jean-Marie Lussiger, évêque de Paris, le 29 janvier 2002, qui reprend chez Senghor ce souci que j'appelle de la non-opposition du blanc et du noir, et surtout cette non-opposition qui ouvre sur un dialogue, mais un dialogue qui peut se faire sous le regard du Créateur avec ses majuscules. Et enfin, la partie conclusive, toujours l'hommage de M. René Raymond à l'occasion de son décès le 10 janvier 2002 est une façon aussi de rappeler la même chose pour dire simplement que la civilisation de l'universel est peut-être l'avenir de l'humanité, et il cite, n'est-ce pas, les textes de Senghor sur négritude, francité et civilisation de l'universel. Alors je voudrais terminer simplement pour dire tout le plaisir que j'ai eu à articuler ces différentes parties, mais tout ce plaisir ne pourrait m'empêcher de poser un certain nombre de questions à M. Placide Mandona. Voilà pourquoi j'intitule ces parties Félix Culpa. Heureuse faute qui a fait que vous avez osé croire qu'on n'avait pas de référence et que cette faute vous a entraîné à produire ce que vous avez produit de qualité. Eh bien là, deux questions seulement. Je pense tout à l'heure, on a parlé du regard extérieur d'un Congolais sur la société sénégalaise. Étant sénégalais, je me suis dit, est-ce que ce regard d'un Congolais sur le Sénégal n'est pas un regard qui a tendance à idéaliser et le Sénégal et l'homme sénégalais et même le poète Léopold Sédar Senghor? Je m'explique. Il y a comme parfois dans votre texte une forme d'essentialisme, on va parler entre philosophes, d'essentialisme que vous semblez poser en parlant de notre société sénégalaise, et cet essentialisme donne l'impression que c'est une société figée qui est donnée une fois pour toutes et qui n'a aucun devenir historique. Or, en tant que Sénégalais, je me rappelle des textes, n'est-ce pas, des Sénégalais qui décrivent leur société et qui en montrent les limites de la femme sénégalaise, des tares de cette société, etc. De Senghor, si je prends l'homme politique, nous venons de célébrer il y a quelques mois les 50 ans de mai 68. Eh bien, on a eu des témoins, des acteurs encore vivants qui nous ont donné une image de Senghor qui n'est pas toujours l'image que Placide Mandona nous donne. Autrement dit, l'homme politique Senghor n'est pas forcément l'homme politique que vous nous montrez. Est-ce que cela ne mériterait pas d'avoir une confrontation entre les Sénégalais qui ont vécu cet homme politique, leur texte, n'est-ce pas? Je prends ici le texte de mon collègue du département d'histoire sur mai 68, je prends le texte de Abdoulaye Bathily et je prends ici le colloque qui s'est tenu il y a quelques mois à UCAD 2 sur mai 68 avec des témoins vivants, des acteurs. Et je vous assure que ces acteurs-là ne sont pas sur Senghor si tendres que vous. Donc voilà les questions que je voulais soulever avec vous, et j'espère que vous pourrez peut-être apporter un éclairage sur cela, et je vous remercie. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je remercie Dominique Mali, à votre nom à tous, pour la présentation du livre dont il a parfaitement lu, relu dans tous ses détails, puisqu'il a même pris le risque et l'audace de le déstructurer pour ensuite le restructurer. Mais ça, c'est très philosophique, il faut bien s'amuser un peu. Bon, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve dans ce qu'il a dit. En tout cas, ça a été bien dit et bien noté aussi. Alors,
Un livre est un éditeur quand même. Hein. Bon, je crois que l'éditeur ne prend pas un livre, ne le publie pas sans savoir ce qu'il y a dedans, sans savoir aussi l'intérêt que représente ce livre. Et on ne s'adresse pas non plus à un éditeur quand on sait que ses compétences d'éditeur ne méritent pas qu'on lui livre des heures et des heures de réflexion. Donc si vous permettez, je vais demander à M. Diallo de prendre la parole et de nous dire ce qu'il pense de cet ouvrage, de son auteur et l'intérêt qu'il a eu lui-même à le publier et à l'éditer. Messieurs, en vos titres, grades et qualités, vous me permettez d'abord de dire quelques mots de remerciement d'abord à l'endroit de Placide, qui, je veux dire, parmi c'est-à-dire peut-être en tout cas parmi les maisons d'édition qui sont ici au Sénégal, il a porté le choix sur la nôtre pour publier son travail. Et je voudrais quand même, en mon nom et au nom de toute l'équipe avec qui nous travaillons à l'Harmattan Sénégal, lui dire merci parce que nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et personnellement, je me retrouve dans cette description de cet homme délicieux et de cet homme avec une certaine aménité avec qui nous avons eu à travailler pour rendre disponible ces deux livres. Il y a celui-là et puis un autre roman. Et avant ces deux livres, un premier qu'il a coécrit avec le révérend père Ahmed Bukaïr, toujours sur des questions qui renvoient à cette spiritualité qui l'anime et vers laquelle il se dirige. Lui dire merci aussi de m'avoir donné l'occasion de découvrir cet angle du président Senghor. C'est la première fois, je dois l'avouer, que je mets les pieds, en tout cas dans cette salle. Je me suis retrouvé une fois, je crois, juste au niveau de la cour. Et lui dire merci, pourquoi? Parce que il me donne l'occasion également de rendre un grand hommage au directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, M. Raphaël Ndiaye. Je veux dire qu'il y a toujours le mot gentil et le mot d'encouragement pour le travail qui est en train d'être fait. Et à chaque fois qu'il a été invité à prendre part dans une activité que nous menons à l'Harmattan, il ne s'est plus à être des nôtres, de sorte qu'on a relevé tout à l'heure un lapsus du professeur Aloïse Raymond Ndiaye parlant de la fondation comme de l'Harmattan. Ce qui montre que le travail qui est fait ici et là-bas n'est que le même travail en fait. Et on sera quand même, je tenais à dire ces quelques mots de remerciement et surtout d'affection et d'admiration que j'ai pour vous et pour tout le travail que vous faites depuis, évidemment avant ma naissance. Tout à l'heure, vous avez rappelé une aventure que vous avez eue avec le professeur Raymond Aloïse Ndiaye. Je dois avouer que je suis né 3 ans plus tard. Et en fait, l'une des questions qui certes nous a poussé à rendre disponible ce travail, quelque part, cela me permet de répondre un peu au professeur Dominique Mendy. Nous avons certes quelque part été touchés par ce regard un peu naïf. Nous avons voulu quelque part le laisser aussi à Placide de s'accrocher à cette image, on va dire un peu candide, qu'il a. Je veux dire, si on en a eu discuté avec M. Colli quand il s'est agi de publier le texte, il a dit, mais écoutez, on a l'impression qu'il nous parle d'un symbole qu'il a envie de garder dans sa, je veux dire, dans sa mémoire à lui. Parce que moi, personnellement, je me rappelle avoir dit à M. Colli, je lui ai dit, mais quand même, je suis historien aussi, mais quand même un peu, est-ce qu'on doit laisser sortir je vois Colli qui me dit, mais écoute, pourquoi vouloir le priver en fait de garder? En fait, il ne dit pas quelque chose qui soit
une contre-vérité. Il a fait le choix de présenter une partie d'une personnalité. Et c'est en ce même moment d'ailleurs que nous étions en train de travailler pour la publication du livre du professeur Abdoulaye Bathily. Et nous avions auparavant travaillé avec Oumar Gueye et les éditions Kartala pour la sortie de son livre. Et Bachir me dit, mais écoute, laissons aux autres la possibilité de donner l'autre facette. Et en lisant aussi le texte, on a senti ce désir de vouloir s'accrocher à une sorte de référence. Je ne sais pas du tout. Encore une fois, c'est le professeur Dominique qui a relevé ça. Personnellement, je n'aime pas toujours placer les gens, je veux dire, comme des modèles ou des références, mais je me dis que quelque part, nous sommes dans une société où les choses sont brouillées. Les choses sont brouillées. Ce ne sont plus toujours ceux qui devraient être présentés comme modèles qu'on nous présente comme tels. Je veux dire, les projecteurs sont braqués sur ce que j'ose appeler des contre-modèles en fait de notre société. Et qu'on est quand même, je veux dire, un jeune qui certes n'a pas grandi dans notre Sénégal, qui veuille, je veux dire, nous présenter le président Senghor comme un modèle, qui est, je dis, mais pourquoi ne pas lui donner sa chance, d'autant plus aussi que j'en parlais tout à l'heure avec le professeur Aloïse avant le début de la cérémonie. Quelque part aussi, moi je préfère à ce qu'on pousse un jeune, les jeunes, je préfère avoir des jeunes qui apprennent à écrire, qui apprennent à lire, même si le reproche parfois nous est fait souvent, qu'on publie beaucoup. Mais je préfère quand même qu'on publie des textes de jeunes qui certainement ont la possibilité d'aller beaucoup plus loin s'ils sont poussés que de ne pas du tout le faire, d'autant plus que on a, je pense en écoutant le professeur Dominique et tous les retours qu'on a eu tout à l'heure, M. Raphaël Ndiaye, nous parler de l'audace qu'on a eu de présenter d'une certaine manière les poèmes de Cid. Je pense quand même qu'au professeur que nous avons beaucoup de bonnes raisons de porter à la connaissance du public ce travail, ce qui nous permet quand même de terminer en encourageant Placide de continuer sur le travail qu'il est en train de faire, d'autant plus qu'il en a les compétences et que voilà, l'enfant Sénégal sera toujours à ses côtés. Je commence à être long professeur, je vous rends la micro. Je voudrais saluer avec respect cette belle table que nous avons en face de nous. Je voudrais m'excuser également de nos retards. Je ne suis pas arrivé à l'heure et Senghor m'en voudra certainement. Je disais à un ami tout à l'heure, ce matin, combien j'étais triste d'avoir appris la mort de Samir Amin. Et je lui disais que j'avais un problème. Le problème que j'ai, c'est que je rêve d'une nouvelle génération d'intellectuels africains qui viennent avec de nouveaux concepts opérants. J'ai l'impression que on n'arrête pas de parler de Senghor, on n'arrête pas de parler de Cheikh Anta Diop, on n'arrête pas de parler de Nkrumah. J'ai dit, depuis la disparition de ces grands, on pourrait en citer d'autres, je me suis posé la question de savoir quels sont les nouveaux intellectuels africains qui ont apporté de nouveaux concepts pour sauver l'Afrique, pour conduire l'Afrique. Je me suis posé cette question et j'étais triste parce qu'avec la disparition de Samir Amin, je me suis également posé cette question.
Est-ce que nous allons continuer à nous répéter, à rabâcher le passé, entre guillemets? Est-ce que nous n'allons pas inventer quelque chose de nouveau pour l'Afrique? Ou bien, est-ce que le temps de la pensée a cessé et que nous devons demander aux nouvelles générations de rentrer dans le temps de l'action? C'est-à-dire de chasser les politiques et de venir imposer un mode de vie politique à nouveau. J'ai aussi posé la question avec la disparition de Samir Ali. Je n'ai pas lu le livre d'Adem Placide. Et je ne voudrais pas parler d'un livre que je n'ai pas lu. Par respect. Je n'aime pas les quatrièmes de couverture. Je m'en méfie toujours. Mais, en vous écoutant tous, c'est comme si j'avais lu ce livre finalement. Parce qu'il a été très bien présenté. Et je voudrais remercier l'auteur, qui m'avait demandé d'ailleurs de venir prendre part au débat. Je voudrais donc le remercier d'avoir pris le temps de réfléchir et d'écrire ce Senghor. Ce qui me touche ici aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire nous sommes dans l'histoire? Mais c'est-à-dire que nous parlons d'un homme et qui n'est plus là, mais qui a inscrit son nom dans l'histoire. Et que les générations à venir dans un siècle se diront, est-ce que cet homme a véritablement existé? Tellement il a donné au monde, tellement sa pensée est féconde. Et c'est pourquoi Senghor est important. Mais tout à l'heure, quand vous avez évoqué l'auteur et quand vous avez évoqué le Congo, et de la relation entre Senghor et le Congo, j'ai pensé à un autre Congo à côté, sur l'autre livre, le Congo de Chikaya Utamsi. Chikaya Utamsi, dont Senghor avait préfacé le recueil de poèmes, et Senghor avait même dit que si un jour quelqu'un devait le remplacer à l'Académie française, il aurait souhaité que ce soit Chikaya Utamsi. Donc à chaque fois que l'on évoque le Congo, j'en suis très touché. Littérature et politique, cette thématique est arrivée également. Et tant mieux, mais si Senghor a été à la fois un homme littéraire et un homme politique, et c'est le littéraire en lui qui a aidé l'homme politique. C'est le poète qui a conduit l'homme politique à quitter le pouvoir comme il a quitté. Et je pense que c'est une chance, mais que Senghor ait été un poète. Vous savez que les philosophes, et dans l'histoire, ne se sont moqués des poètes. Et voilà un poète qui a donné à un pays un drapeau, un hymne national, et qui n'a pas bâti une république. Senghor n'a pas bâti une république. Il a bâti quelque chose de plus puissant, mais qu'une république. Il a bâti une nation. Les chrétiens, les musulmans, nous sommes tous ensemble. Et cela, on ne doit pas l'oublier. C'est un poète qui a sauvé le Sénégal, ou du moins, qui a bâti des fondements, mais qui sont restés, et dont on parle encore aujourd'hui. Et j'ai souvent l'habitude de dire que c'est avec sa mort que commence sa vraie vie. Senghor nous précède, il va encore nous précéder. Il est devant nous, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Et nous allons beaucoup courir pour le rattraper. Quelqu'un l'a dit, mais autrement. Il n'existe pas de pays sous-développés. Cela n'existe pas. Il existe des femmes et des hommes sous-développés. C'est-à-dire sans culture, sans éducation et sans formation. C'est une des grandes leçons que Senghor
mais nous a laissés. Et je l'ai souvent qualifié d'un mendier, mais qui fleurit en premier. Pour dire que l'enracinement et l'ouverture qu'il a prôné ont fait de lui l'homme qu'il est devenu. Je voudrais conclure simplement en disant au professeur Dominique que Senghor vous répond. Vous avez dit que l'homme politique ne faisait pas l'unanimité. Mais oui, Senghor lui-même l'a dit. Senghor n'était pas un homme lisse. Aucun homme politique n'est lisse. Senghor lui-même a vous répondu. Il vous dit, je n'ai pas pour réussir. Il n'y a que Dieu pour réussir. Lui-même a déjà répondu. Et ce que l'on pourrait dire en tout cas, c'est que parmi les hommes politiques, il y a des lumières qui sont allumées. Mais ces lumières n'éclairent rien. Je vous remercie. Je réagis à l'interpellation de Dominique Mengui. Parce que j'ai reçu toutes les invitations autour de mai 68 et je ne me suis jamais rendu à ces rencontres. Pour la raison suivante, pour deux raisons. La première, c'est que j'aurais dû être la première victime de mai 68. Quand les policiers nous ont chassés des facultés où nous faisions les piquets de grève, nous sommes allés nous réfugier dans nos chambres. J'habitais la chambre 418 du pavillon A, avec Augustin Sympa, qui a commencé. Nous avons barricadé les portes et les policiers ont commencé à casser les portes. C'était des portes en contreplaqué. Lorsqu'on a fait un grand trou, nous avons ouvert la fenêtre. Le policier a vu la lumière sous la porte. Il a dit, fermez la chambre. Ils veulent passer par la fenêtre. Ils ont fermé la fenêtre. Et lorsque le trou était assez grand, il dit, allez, sortez. J'ai été le premier à mettre ma tête dans le trou, et le gars a levé sa brosse pour me l'abattre sur la nuque. Et l'autre lui a dit, t'es beaucoup d'eau. Il s'est retenu. Il m'a donné un coup de pied dans les côtes. S'il avait abattu sa brosse sur ma nuque, il est probable que ça n'était fait de moi. Et on aurait dit que c'est Senghor qui m'a tué. Moi qui suis le directeur général de la Fondation Senghor aujourd'hui. Ceci indiquait la question de la subsidiarité. On a une situation globale qu'un homme politique, un chef d'État doit gérer. Et il y a tous ceux qui sont là et qui détiennent une parcelle de pouvoir. Vont-ils la gérer comme il se doit? Il est vrai que quand on nous a sortis des chambres, on nous a amenés au camp Mangin, où se trouve la BCA aujourd'hui. On nous a placés là-bas dans un cours de tennis de 13h, non, peut-être 11h jusqu'à 19h. Ensuite, on nous a mis dans des camions pour aller au camp Archinard, l'actuel camp militaire de Rokam, où nous étions 300 à dormir dans un baraquement, sur des petites nappes qu'on appelait des isoloirs, avec du sisal de 60 cm de long. Et si vous aviez envie d'aller faire pipi, on vous dit pissez là. Et on a tous pissé là-bas. Au petit matin, c'était irrespirable. Bref, quand on regarde tout cela, on se dit le pouvoir a géré la situation avec méchanceté ou avec, comment dire, une volonté de vengeance. Et le pouvoir a effectivement vacillé. Et ceci m'amène à l'exemple qui est donné par Joseph Kizerbo, disant que lorsque chez les Mossi, on veut prétendre à la
chefferie. On vous habille avec une peau de bête sur un petit pantalon pour vous signifier que vous n'avez rien et que vous ne devez pas vous enrichir sur le dos du peuple. Ensuite, on vous donne un œuf en vous disant cet œuf symbolise le pouvoir. Si vous le serrez trop fort, il casse, il tombe, il vous salit et vous perdez le pouvoir et vous êtes sali, vous savez. Si vous ne le serrez pas assez fort, il glisse, tombe, se casse et vous salit. Raison pour laquelle il faut être à la bonne mesure dans la pression de l'œuf. C'est pourquoi le Seigneur disait tout le temps, pas de cruauté coupable, non pas de faiblesse coupable, ni de cruauté inutile. Ça veut dire que si on gère le pouvoir dans des situations de crise, pour qu'un État se maintienne, il y a nécessairement des discussions qu'il faut prendre. Naturellement, ça c'est interprété selon le camp où on se trouve. Je pense qu'on ne peut pas oublier cela. Mais moi, ce que je retiendrai de Senghor, homme d'État, c'est qu'il a bâti un État de droit. Il dit qu'il aurait tout retenu. Il n'aurait retenu que ses poèmes s'il ne devait choisir qu'une seule chose et pas le reste. Mais je suis d'accord que nous, Sénégalais, nous reconnaissons le fait d'avoir été intransigeants dans la gestion du pouvoir concernant l'État de droit. Il a plusieurs fois rappelé que lorsque des citoyens ont porté plainte contre l'État auprès de la Cour suprême, bien souvent, la Cour suprême a donné raison à l'État. C'est-à-dire que selon la position que nous occupons, et ça pose la position de Bathily avec son ouvrage, nous ne devons pas oublier aussi les contraintes qu'il y avait à gérer le pays pour que le pays reste dans la stabilité. Et lorsqu'on prend les deux à la fois, on arrive à un certain équilibre. Après, nous avons eu un débat au WARC à toute initiative, Senghor versus Cheikh Anta Diop, où le camp de Cheikh Anta Diop semblait l'avoir emporté ce jour-là. Parce que il y avait Maritou, il y avait Diana Diop, il y avait Amadou Ly de mon côté de Senghor et moi-même. Et Amadou Ly avait commencé par dire qu'il est certes de la fondation mais qu'il n'est pas trop Senghor. Ce jour-là, ce que j'ai regretté de n'avoir pas dit, c'est l'une de mes premières leçons de philosophie. Le kantisme a les mêmes purs, mais il n'a pas de mal. Ça veut dire que Cheikh Anta Diop n'a jamais gouverné. Mais s'il avait gouverné, il aurait nécessairement fait des choix. Il aurait mis la main à la pâte. Et on aurait en ce moment-là analysé ses orientations et ses options. C'est la raison pour laquelle lui et Senghor se sont retrouvés au mariage de M. Boukounta Diallo en 1985 et ont dépassé toutes les contradictions qu'on leur a données ou qu'on leur a reconnues pour discuter en tant que grand homme au niveau du pays. Et je voudrais dire à mon ami Lamine que c'est vrai, nous devons aller de l'avant, ne pas regarder en arrière. Mais nous devons aussi avoir une mémoire et quand même tirer les enseignements de tous ces hommes qui ont fait du bien à notre pays, qui se sont donnés sans calcul, totalement, entièrement, honnêtement, qui n'ont jamais cherché de l'argent pour eux-mêmes et pour le bien, mais pour le bien du pays. Nous préparons actuellement un colloque pour le cinquantenaire du décès de Lamine Gueye, parce qu'il a été de ceux-là. Et nous bâtissons aussi une mémoire, et l'Occident ne s'est jamais amusé avec ça. Tous ces grands hommes, il les a reconnus pour donner à chacun la place qui était la sienne. Alors, on ne peut pas être parfait dans tous les domaines, mais on pense qu'il y a de positif au niveau de chacun de ceux qui nous ont été là, qui ont été là, et qui ont apporté leur pierre à l'édification de ce pays. Merci. Merci pour ce moment qui pour moi me fait une grande exhortation, surtout au niveau intellectuel. Merci à M. Placide qui nous rassemble. Alors, je suis encore plus jeune que M. Placide et donc je suis tout petit. Si les éminents professeurs l'ont présenté en étant jeune, qu'est-ce que je dirais moi? C'est justement par rapport à une inquiétude
qu'il a écrit le livre, c'est ce que je comprends. Je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà qu'une inquiétude naît de son inquiétude. Le président Senghor a écrit des livres et certainement notre génération, nous jeunes, nous n'avons même pas encore parcouru la moitié de ces livres. On recherche à ce télos. M. Placide a décidé d'en écrire un autre. Ne feront-ils pas le risque de laisser s'endormir ce trésor qui est caché dans son livre, étant donné que nous, nouvelle génération, nous sommes plus attelés à autre chose? Réseaux sociaux, téléphones, tablettes, etc. Il a choisi, il a pris le risque de cacher ce trésor dans le livre une fois de plus. Ne nous faudrait-il pas encore un autre télos pour retourner au livre? Ou est-ce qu'il proposerait, lui, en tant qu'écrivain aujourd'hui, une méthode pour ramener notre télos aussi vers ce qui est déconnecté? Voilà ma question. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres interventions? Placide, Monsieur Placide. Que je vais adresser à vous tous ici présents. Je vais commencer par dire merci à mon papa. Naturellement, on commence par son papa, le professeur Abdul-Racine Senghor. C'est pour moi un papa. Et je suis convaincu de cette appellation. C'est un papa, il a tout fait, n'est-ce pas, pendant mes années de plusieurs vies au Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, et demain encore, il le fera, parce que c'est sa responsabilité de papa. Donc merci à vous, professeurs, pour ce que vous êtes dans ma vie. Vous avez beaucoup contribué en ce qui concerne mon épanouissement, mais également toutes ces écritures, que ce soit ces livres sur Senghor, que vous avez vous-même relus, corrigé, et même le titre, parce qu'à un certain moment on parlait du titre, le titre initial, ce n'était pas celui-ci, c'était plutôt le postulats Senghor, un repère africain. Donc merci pour tout, professeur. Merci au révérend Père Pierre Diata, qui représente toute la congrégation, l'autre des écoles, puis les pierristes, on les appelle comme ça, les membres de cette congrégation, pour votre présence et pour votre brillante, évidemment, présentation de l'ouvrage. Je comprends à travers votre présentation ce souci profond des enfants, mais également de l'éducation. C'est cela, je crois, la mission de tous les pierristes, et justement de servir le monde, de servir Dieu à travers les enfants, spécialement ceux pauvres et abandonnés, les nécessiteux. Merci, professeur Aloïs Raymondiaï, pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas hésité. Une fois, quand je vous ai appelé, je vous ai écrit pour demander de pouvoir intervenir aujourd'hui, et vous n'aviez pas hésité. Et merci de l'accueil que vous m'aviez réservé chez vous à la maison. Je m'étais perdu au point E, et les professeurs étaient obligés de sortir pour me chercher. Donc, merci beaucoup, professeur, même si votre chien m'avait menacé. Donc, merci à vous, professeur. Merci à professeur Dominique François Mendy. J'ai une grande admiration à l'endroit du professeur Dominique François Mendy pour son intelligence, sa souplesse, mais également sa façon d'être. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de pouvoir, n'est-ce pas, présenter cet ouvrage de façon intégrale. Et vous l'avez très bien fait. Merci, professeur. Merci à vous, monsieur Joseph Sarr. J'aime beaucoup les taquiner. Et nous avons, depuis un certain temps, nous sommes ensemble parce qu'on travaille sur le livre du cinquantenaire de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. C'est un livre que j'ai porté. Et si tout va bien, peut-être, ce dialogue, préparez-moi encore à accueillir un autre manuscrit sur les 50 ans de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Donc, nous sommes avec monsieur Sarr dans cet exercice, mais également pour la préparation du colloque sur
paroisse et éducation. C'est un colloque qui se prépare encore. Merci pour votre présence, M. Sarr. Et le professeur Racine Senghor, quand je parlais de vous, il a de vous autant de qualificatifs. Merci. Merci, M. Raphaël Ndiaye, pour votre accueil. Vous nous avez autorisé de pouvoir venir ici. Vous nous avez donné une très belle salle qui nous permet de pouvoir mieux réfléchir. Cher professeur Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Harmattan au niveau du Sénégal, j'ai été beaucoup marqué par votre façon de procéder dans cette maison d'édition, votre souplesse. Souvent, vous êtes très occupé par vos étudiants là-bas. Et vous, une fois, je vous ai même interrompu, vous étiez en train d'enseigner, j'ai dit, professeur, c'est urgent. Si on pouvait se rencontrer. Donc, vous aviez tout laissé pour moi. Et donc, merci beaucoup pour le travail bien fait de l'Harmattan Sénégal. On sait que l'Harmattan fait un très bon travail. Donc, merci à vous tous, mes pères, Père Thierry, Père Guy, Père Christophe. Voilà. Et merci à vous tous qui êtes venus, évidemment, à cette invitation. Je vais saluer aussi un collègue, un grand frère, parce que je suis prof de français dans notre collège. Et il y a un collègue qui est arrivé, prof d'éducation physique. Donc, merci beaucoup. Et il a lu le livre, il était très content de ce livre. Merci, M. Gagne. Par rapport à la question d'abord de M. Mendy, je sais que nous avons de très bons Senghoriens, des Senghoriens spécialisés. M. Madoula Minsal, c'est un grand, c'est un Senghorien incontestable. Et je pense que c'est le président Boët qui avait dit en son temps que vous étiez le meilleur poète, n'est-ce pas, de votre génération. Et ça, je peux également l'affirmer. Donc, quand j'ai relu vos ouvrages, c'est des ouvrages de grande qualité. Et vous écrivez en français de haut niveau. Donc, merci. Vous avez déjà répondu, je crois, à cette question, mais également, M. Ndiaye a essayé également de pouvoir répondre à cette question. Donc, je ne vais pas revenir par rapport à cette question. Peut-être un élément lié à l'aspect d'idéalisation. Effectivement, j'idéalise un tout petit peu j'aime le Sénégal, hein. Franchement, j'aime le Sénégal. Et j'aime le Sénégalais pour ce que vous êtes d'abord, pour l'Afrique et pour le monde. Les croyants musulmans qui sont extraordinaires, les croyants évidemment chrétiens. Je trouve dans ce pays un certain enracinement en Dieu. Et ça se voit à travers la façon de vivre. Même si, bon, aujourd'hui c'est la jeunesse qui pose problème. Mais je pense, avec tous les soubassements, évidemment toute cette fondation de ce pays, et tous ces grands auteurs, ces grands penseurs, ces grands marabouts, ces grands prêtres, archevêques, voilà, tous ces pasteurs, bon, ils sont là et je pense qu'ils vont pouvoir maintenir ce rythme. Et je pense que l'idéalisation a commencé pour moi à partir de mes lectures, la lecture que j'ai eue, moi, et l'interprétation de Senghor, à travers les symptômes de liberté. Liberté 1, 2, 3, 4 et 5, mais également la poésie de l'action. N'est-ce pas? Je crois que c'est un ouvrage publié en 1981 aux éditions Stock. Et dans ce livre, Senghor explicite bien sa pensée, mais également les différentes attaques, évidemment, des opposants. C'est normal qu'il y ait opposition majorité, sinon il n'y aurait pas monde. Donc, l'idéalisation, évidemment, est claire et bien présente dans mon livre. C'est comme ça que moi, je considère à un certain moment ce livre comme des propos dithyrambiques d'un personne de Senghor par rapport à ce qu'il a été, ce qu'il a écrit et ce qu'il pensait de l'Afrique à travers, certes, ses écrits. Beaucoup de gens, moi je pense que ceux qui critiquent beaucoup Senghor sont ceux-là qui ne l'ont même pas lu. Si nous lisons Senghor, si nous sommes au fond de sa pensée, je pense que les discours changeraient. Et même au niveau politique, je crois que c'est M. Amadou Lamessal qui a dit que, bon, évidemment, il n'y a pas de symptômes en politique. Même si nous, au niveau de l'Église catholique, il y a quand même un politicien qui a été reconnu comme patron des politiciens. Parce qu'il y a possibilité d'atteindre Dieu à travers la politique. C'est Thomas More. Thomas More, nous sommes, je crois, au XVIe siècle. Donc, Thomas More qui a été un modèle, n'est-ce pas, en politique. Moi, je pense que pour nous, Senghor est évidemment un autre modèle en politique. Parce
Parce que ce pays a une stabilité incomparable, à mon avis. Ici, je considère le Sénégal, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, mais en termes de démocratie, en termes même de la répartition des biens, tout ça, on trouve qu'au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui marchent très bien. Et oui, c'était évidemment son souhait. Depuis 1960 qu'elle avait pris le pouvoir, c'est vrai, on va l'accuser d'avoir, je ne sais pas, condamné M. Dia. Évidemment, tous les problèmes de mai 68 et ainsi de suite. C'est normal. On ne peut pas faire la politique. Si vous faites les sciences politiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a des décisions, ce qu'on appelle raison publique ou bien raison d'État. Il y a des raisons d'État qui montrent qu'on doit agir. N'est-ce pas? Il y a des contraintes, comme M. Ndiaye était en train de le dire. Il y a des contraintes qui obligent, ou qui obligent l'homme politique à pouvoir agir, voilà, autrement. Et il y a des raisons. Je pense que si vous réalisez bien la question, la notion de la raison d'État, la raison publique, il y a autant d'explications par rapport à cet aspect des choses. Donc pour cela, moi je ne condamnerai jamais Senghor. Mais également, on compare Senghor très mal avec les autres politiciens. Je crois, il prend le pays, premier président, et on n'est pas tellement libéré, on n'était pas tellement indépendant en 60. Et je pense que c'est le problème de tous les présidents africains, à partir des 59, 60. Tous les premiers présidents ont eu beaucoup de problèmes. Parce que d'abord, il y a l'œil du colonisateur qu'il faut suivre, mais également, il faut fonder un État. Alors, on ne peut pas fonder un État directement à travers le matériel, parce que si on compare bien Senghor, on voit plutôt le matériel. Mais je pense que si aujourd'hui le Sénégal a des belles routes, tout ça, des bonnes routes, et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a su d'abord stabiliser, n'est-ce pas, les relations, mais également les institutions. Et aujourd'hui, on sent quand même, il y a beaucoup d'efforts à partir de Senghor jusqu'à l'actuel président, les institutions sont fortes. Et je suis marqué par, évidemment, l'aspect culturel ici au Sénégal. La culture est au rendez-vous. Regardez les monuments de la Renaissance, regardez évidemment les musées, le procès de Senghor, la Fondation Senghor ici, Gorée, tout ça. On en parle et c'est important. Alors, si on veut prendre Senghor comme quelqu'un qui n'a rien fait du point de vue matériel, je pense que ce serait faire fausse route et c'est avoir une mauvaise conscience simplement. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est ma conception, c'est ma façon de voir les choses. Évidemment, comme Congolais, j'ai pu idéaliser le Sénégal dans la mesure où je viens d'un pays où la démocratie, je peux dire que les concepts de démocratie existent, mais moi j'appelle plutôt, par exemple, mon pays, parce que je compare le Sénégal d'abord à mon pays. Moi j'appelle mon pays, dans un de mes livres, La grâce de la dictature, qui m'a valu tous les problèmes au Congo, souvenir de mon politique du Congo. Moi j'appelle ces pays-là République dictatoriale du Congo. Et c'est depuis 60. Alors si nous avons, il y a un auteur, je ne sais pas si c'est, qui écrivait l'Afrique est mal partie. Voilà, l'Afrique est mal partie. Évidemment, on était mal partie. Surtout nous. Nous sommes un pays très riche, mais très pauvre en même temps. Et je prépare quelque chose par rapport à ça. Et je l'intitule Dans l'enfer du paradis. Dans l'enfer du paradis. Parce qu'il y a un paradoxe qui ne s'explique pas entre toutes les richesses que Dieu nous a données et la pauvreté de la population. Donc ça ne s'explique pas. Alors il faudrait, je suis en train de réfléchir par rapport à cet aspect des choses. Donc je compare évidemment le Sénégal par rapport à mon pays d'abord et puis ainsi de suite. Par rapport à la question du frère Prince, je veux dire qu'effectivement il y a un problème. Nous sommes la génération WhatsApp, la génération SMS. Ça me fait très mal. Comme professeur de français dans notre collège, je me rends compte que les enfants, ils vont jusqu'au-delà de 0 heure en train sur Facebook et comme ça. On n'a plus le temps de lire. Je l'ai taquiné à un certain moment, quand j'enseignais Mariama Ba, j'ai dit, vous, comment se fait-il que moi je suis Niak et c'est moi qui viens vous apprendre une sénégalaise Mariama Ba, c'est des trois. Ils avaient honte. Non, monsieur, vous êtes grand. J'ai dit, non, c'est pas. C'est Mariama Ba, les autres auteurs, c'est d'abord. Ce sont vos auteurs. Et vous devrez vous situer par rapport à ces auteurs. Donc vous deviez mieux comprendre. Mariama va être votre préoccupation qui est moi-même. Donc évidemment nous sommes de cette génération. Mais quelle magie proposer? Moi je pense que c'est au niveau toujours de l'école. Il faudrait pour moi qu'on puisse
Il y a beaucoup de choses à changer même au niveau de l'éducation. Le professeur Abdoulaye Senghor a été directeur de l'éducation au niveau national. Il a beaucoup fait, il a beaucoup. Tous les manuels GDB au Sénégal, de français, c'est vous. C'est votre de la 6e jusqu'à la terminale. Donc c'est le professeur Senghor. Donc je pense que c'est au niveau du petit cours là, on peut l'appeler comme ça, d'éducation civique, il faudrait qu'on puisse insérer quand même, je ne sais pas, l'éducation à la lecture, la promotion du livre, la lecture et tout ça. C'est important, mais sinon, c'est plutôt dans tous les pays, à mon avis, africains, c'est la musique qui essaye de faire du monde. Si c'était une séance de musique, on aurait autant de personnes, peut-être il n'y aurait plus de place. Alors, je pense que il faudrait qu'on essaie de voir, nous qui sommes des membres des congrégations qui se basent, n'est-ce pas, qui trouvent son sens à travers l'éducation, de voir peut-être de proposer des écritures, peut-être une nouvelle forme de repenser la question de la promotion de la lecture. C'est vraiment un défi, disons, colossal. Et aussi, c'est la jeunesse elle-même. Par exemple, moi, ce que j'ai fait dans l'enseignement supérieur à des étudiants, j'ai dit, écoutez, si par exemple, j'enseigne les cours de philosophie moderne ou d'éthique générale, vous êtes incapable de définir 5 ouvrages, c'est-à-dire que vous n'avez pas suivi les cours du tout, et vous méritez, vous échouez simplement. Parce que il y en a qui pensent que c'est la méchanceté, c'est quoi? Vous devez être des hommes et des femmes de lecture. On ne peut pas développer l'Afrique à travers la musique ou je ne sais pas. Et ce que j'ai dit même à mes compatriotes congolais, j'ai dit, nous, on ne se développera jamais tant qu'on ne prendra pas le livre au sérieux. Parce que les Toubabs avaient déjà compris. Et je pense que c'est comme ça, ils nous étudient et voilà, ils écrivent. Donc, il faudrait éduquer les enfants dès les bas âges n'est-ce pas, à cette philosophie de la promotion, de la lecture, l'amour du livre et consort. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes neveux, avec mes nièces. Les jours de leur anniversaire, ils ne s'attendent pas à des cadeaux, autre que le livre. Je vous cherche un roman de votre âge, je vous le passe comme cadeau. Et il y en a qui s'est fâché, mais aujourd'hui, ils sont contents, merci beaucoup, parce que au moins tu nous as initiés à lecture. C'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, je remercie d'abord l'éditeur qui a accepté d'éditer ce livre. Je remercie également le directeur général de la Fondation Senghor qui nous a accueillis, qui nous a permis d'avoir cet échange. Mais je remercie également le père qui est caché là-bas derrière, qui a quand même une utilité qui permet de s'approvisionner en ouvrages, ouvrages qu'on peut trouver déjà ici, mais d'une grande qui fait le relais avec une grande librairie parisienne, la Procure, où l'on peut trouver des ouvrages très importants sur tout ce qui touche à la spiritualité, mais également sur d'autres domaines. En tout cas, je le félicite, le remercie d'être venu. Je remercie les uns et les autres d'avoir apporté leur contribution, le professeur, mon collègue Sall. Je vous ai trouvé un peu pessimiste, mais vous êtes poète, vous devez avoir de l'optimisme comme Senghor l'avait. Bon. Mais je vous fais confiance. Bien, mais je dirais également rapidement, ça me fait plaisir. Vous avez parlé du Congo, moi j'ai failli ne pas revenir au Sénégal. J'avais une proposition d'enseignement à l'université de Kisangani, au Congo. C'est à l'époque où, avec les Paulin Moutonji, lui il est allé à Kinshasa, moi je devais me retrouver là-bas. Et il se trouve que ma mère a su que je voulais immigrer de l'autre côté. Elle a, et s'est arrangée avec les pères maristes, etc. Ils ont monté une petite astuce. Et du coup, je me suis retrouvé à Dakar. C'est ainsi que je suis allé d'abord au collège des pères maristes enseigner. Donc elle a su que je partais. Bon, elle s'est dit non, c'est pas possible. Bon. Donc il y a quand même quelque chose aussi du Congo chez moi quand vous parlez de Congo. Finalement, on va tous se retrouver, il n'y a pas de problème. Bon. Mais il y a une chose qui me plaît, que quelqu'un du Congo s'intéresse à Senghor.
Et je sais qu'actuellement, il y a un certain nombre de collègues qui s'intéressent à Senghor. Bon, là, c'est particulier. J'ai été dans un jury de thèse au Bénin. Une étudiante de paléontologie que vous avez dû recevoir ici, une religieuse d'ailleurs, qui a fait une très belle thèse sur Senghor et Paul Ricoeur. Ce sont des auteurs qu'on n'étudiait pas souvent, parce qu'ils sont parfois assez particuliers, mais en tout cas là c'était une très belle thèse, et c'était difficile pour que ce sujet soit accepté par notre ami, que nous connaissons tous, Paulin. Paul me dit non, Ricoeur, Rousseau, oui, etc. Bon, mais j'ai imposé Senghor, et puis finalement ça marchait, et c'est une très bonne thèse. Donc, et le titre c'était l'affirmation de soi chez Senghor et Paul Ricoeur. Donc il y a actuellement un certain nombre, qu'est-ce qu'ils y cherchent? Je crois que c'est important, la notion de repère. L'absence de concept, ça vient aussi du fait qu'il y a un peu de brouillard. Et quand on a des repères, on peut s'y accrocher, et à partir de là, peut-être, on peut trouver de notre patrimoine des éléments, des lueurs qui nous permettront de résoudre nos difficultés, les problèmes dans lesquels nous sommes. Et je pense aussi, quand on parle de Senghor, politique, etc., vous avez raison de faire la part des choses entre le politique et le politique de la politique politicienne. Il ne faut pas confondre les choses. Et je me suis demandé, justement, quand il y a eu cette discussion-là, est-ce que Senghor, dans les libertés, a fait les libertés et ses poèmes pour le Sénégal? C'est pas le Sénégal qui l'intéresse dans ses écrits, c'est l'Afrique, c'est le continent, c'est l'histoire, c'est l'homme, c'est la spiritualité. Maintenant, quand on comme politique, évidemment, nous sommes enracinés il y a le terroir dans la géographie, c'est vrai. Comment ça peut s'incarner là? Bon, là on peut discuter. Mais quand on prend le texte lui-même, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. C'est ça qui fait que Senghor est Senghor. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est intéressant que des regards qui viennent de l'extérieur nous interpellent, nous, Sénégalais, là. Parce qu'on a le sentiment qu'on ramène ça à notre Guédiawaye, notre Pikine, notre point E. Bon, mon chien, je lui réglerai son problème. Bon, je crois que c'est intéressant. Ça nous fait, et vous avez raison, cette naïveté-là, ben, c'est peut-être ça qui va réveiller. C'est choquant, enfin, on est surpris. Donc ça nous fait penser, et ça peut nous faire revenir sur l'essentiel. En tout cas, merci de nous avoir donné cette occasion les uns et les autres, vous surtout, avec votre ouvrage. Je lui souhaite un bel avenir et puis une belle... félicite en même temps l'Harmattan pour ce que vous faites, pour le livre. Ça encourage les jeunes, l'accueil que vous nous réservez pour ces genres de discussions qui sont rares, ça nous change des politiques, enfin, on respire quand on est là. Bon, et je crois qu'il faut renouveler ce genre de situation. En tout cas, merci pour la sono. Hein. Merci bien.